Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes en direct sur Radio M pour le Café Presse Politique, comme chaque mercredi à 18h. Merci d'être à l'écoute. Bonsoir à nos invités. Bonsoir Akram Khadiouf. Bonsoir Saïd Jafar. Bonsoir Hassan Qadi. Bonsoir Ahmad Ingrachen. Bonsoir. Bien sûr, un café presse politique assez particulier aujourd'hui parce qu'il y a eu un crash dramatique ce matin, un Ilyushin 76 de l'armée de l'air algérienne. Le bilan est terrible. Je pense que c'est le crash le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation algérienne. 257 morts. Nous aurons évidemment l'occasion d'en parler pendant ce café presse politique avec nos invités. On ne change pas les règles du CPP. On commence par l'image de la semaine, l'image qui vous a marqué. On commence avec vous, Arman Igrachen. Inévitablement, c'est le crash qui a été enregistré aujourd'hui. Ihsan. L'image de la semaine, je suppose que c'est tout ce qu'il y a avant le crash, parce que le crash ne souffre d'aucune concurrence. Moi, j'étais quand même assez choqué par les réactions qu'il y a eu sur YouTube suite à notre débat sur l'organisation de la Coupe du Monde maghrébine. Je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup d'amis marocains qui ne connaissent pas du tout l'Algérie, qui sont persuadés que si l'Algérie a ajouté sa candidature aux côtés de celle du Maroc pour co-organiser, avec la Tunisie en plus, ce serait un boulet, parce que l'Algérie est très en retard, etc. Mais sur nos amis les Marocains, nous faisons peut-être de temps en temps du bashing de l'Algérie, mais l'Algérie, vous prenez tous les standards mondiaux sur le plan des infrastructures, sur le plan du niveau de vie, sur le plan de ce que vous voulez, l'Algérie quand même bien avant, bien devant le Maroc. Donc le problème est ailleurs, c'est un pays qui est mal géré, c'est pour ça que nous le critiquons beaucoup. Mais en termes de standards, l'Algérie est bien devant le Maroc. Et le Maroc n'organisera pas la Coupe du Monde tout seul, tout comme l'Algérie n'organisera jamais la Coupe du Monde tout seul. Tous les deux, chacun séparément, on n'arrivera pas à le faire. Donc arrêtez quand même avec ça. Saïd Jafar, qu'est-ce qui vous a marqué, l'image de la semaine? Le crash, ça efface toutes les images. Il y en avait pas mal, mais je préfère ne pas en parler. Akram? Bon, le crash, bien évidemment, mais ce qui m'a réellement marqué, c'est la quantité de petits crétins qui se sont amusés à fabriquer de fausses vidéos, à les poster sur Internet, en prétendant que c'était des images du crash, et juste pour quelques j'aime. Et le plus grand de ces crétins étant Mohamed Zetot, que là, je me retiens par respect aux auditeurs d'en dire plus. Donc, le premier sujet est introduit, c'est le crash de l'Ilyushin Il-76MD de l'armée de l'air algérienne. Il y avait 257 personnes à bord, 247 passagers, 10 membres d'équipage, on le dit. On parle d'une victime au sol aussi. Donc cette information est fausse. La personne chargée du gardiennage du champ. La première réaction que vous avez eue en voyant les images, mais surtout en voyant l'ampleur de la tragédie, parce que le bilan est exactement, absolument, il faut le dire, totalement effroyable. Hassan. Oui, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. Enfin, c'est un coup du sort. Après, on peut toujours essayer de comprendre ce qui s'est passé. Bon, il y a une commission d'enquête qui vient d'être nommée, mais c'est vraiment le ciel qui nous est tombé sur la tête ce matin avec cette information. Et puis, dès le départ, on a su qu'il y avait beaucoup de militaires dans l'avion, et donc on s'attendait à ce que le bilan soit très lourd. On avait le petit espoir que, en voyant les images, etc., que peut-être il y aurait des survivants. Pendant longtemps, on a eu cet espoir-là, et au fur et à mesure que le bilan montait, on comprenait que, en fait, personne n'en était sorti sain. Saïd Jafar, comment vous avez appris l'information aujourd'hui ? Enfin, comme tout le monde, hein.
c'est une tragédie. Et en même temps, c'est accompagné de questions. On se demande comment c'est arrivé, etc. Et donc, comme beaucoup d'Algériens, j'attends, comme les autres, plus d'informations sur le sujet. Akram, beaucoup pensaient ce matin que ça pouvait être un hélicoptère comme d'habitude ou un avion de chasse. On ne s'attendait pas à ce que ce soit un Ilyushin. C'est la première fois qu'un avion de ce type se crache en Algérie. Bon, déjà, l'occurrence, l'endroit et l'heure indiquaient que c'était un Ilyushin. Hein. Moi, j'ai appris très tôt, j'ai appris à 8h15, quelques minutes après l'accident, que c'était Boufarik. Vu l'heure, ça ne pouvait être qu'un des vols réguliers, donc vers Bousfer, ou bien vers Tindouf, ou bien vers Constantine, parce qu'ils décollent tous assez tôt le matin pour que les gens regagnent leur travail à l'autre côté du pays. Ce sont des vols réguliers. Hein. Nos amis marocains, peut-être, qui sont à l'écoute, très nombreux, peuvent ne pas comprendre, mais l'armée nationale populaire, j'insiste sur populaire, fait des rotations régulières gratuites pour les familles, pour beaucoup de civils, pour des gens qui vont se soigner à l'autre bout du pays. Et ce sont des vols réguliers, donc quotidiens, et c'est à la charge de l'État. Donc il ne pouvait, donc je reviens à la question de départ, donc ça ne pouvait être qu'un Ilyushin, vu que Boufarik, il n'y a pas qu'à Boufarik, il n'y a que les avions de la présidence du GRAM et les avions de transport. Arman Ingrachen. C'est effectivement une tragédie. J'ai pas de commentaire particulier à faire sur cette question. Techniquement, je maîtrise pas. Je me demande l'ampleur de la tragédie. Il faut aussi parler de l'ampleur, parce que le dernier crash, c'était en 2002. C'était un avion d'Air Algérie, il y avait 101 passagers à bord. L'ampleur de la tragédie, beaucoup de gens se posent des questions. C'est Notamment l'avion militaire. Je parle d'avion commercial, 114. Les gens parlent de maintenance, les gens parlent de la capacité de l'avion à accueillir autant de passagers. Et beaucoup de questions se sont posées. Pourquoi ? La capacité. Bien sûr, le réflexe de la plupart des gens, c'est d'aller sur Wikipédia et taper Ilyushin 76 et d'y lire que la capacité maximum est de 200 ou 224 passagers. C'est vrai, quand il est en configuration vol, donc quand il est équipé de sièges cabines normaux comme un avion de ligne. Donc oui, effectivement, là, ça ne peut pas dépasser les 200, mais c'est un avion qui peut transporter très facilement jusqu'à 400 passagers. Il l'a fait pour Omdurman. Il décollait d'Algérie jusqu'au Soudan non-stop avec 300, 350, 400 passagers. Et ça s'est toujours bien déroulé. Après, question maintenance, vous l'avez bien dit, ce sont des avions qui sont en Algérie dans la flotte des forces aériennes depuis la fin des années 80, début des années 90. Cet avion-là est un des plus récents. Il n'y a jamais eu d'incident technique. Jamais. Le seul, il y a eu un Ilyushin 78 qui avait été endommagé dans l'aéroport de Janet par un groupe terroriste en 2004-2005, mais il a juste été endommagé au sol par des tirs. Donc la maintenance est de haut niveau, elle est irréprochable. Je le disais tout à l'heure en off, j'ai eu l'occasion cet été en Russie de rencontrer par hasard une équipe d'ingénieurs algériens, des jeunes, qui étaient là-bas pour superviser la grande révision d'un Ilyushin. Donc il faut bien comprendre que à chaque fois qu'il y a grande révision, donc une fois à la mi-vie de l'appareil, une équipe part d'Algérie, reste le temps qu'il faut et surveille le travail des Russes. Et le surveille de manière très, très poussée. Donc j'ai trouvé une première équipe à Moscou qui travaillait sur la carlingue et sur l'avionique. Et j'ai même retrouvé un ingénieur algérien dans une petite ville à l'autre bout de la Russie, totalement isolée, et qui était là-bas, qui faisait son devoir et qui contrôlait la réfection des moteurs de cet avion-là. Donc c'est très facile de critiquer.
Moi-même, j'ai l'habitude de critiquer les choix faits par l'armée algérienne. Je pourrais maintenant vous lister une série de crétineries commises par l'aviation algérienne concernant des achats bizarres ou de la maintenance mal faite sur d'autres types d'appareils. Mais sur ce type d'appareil précisément, à mon avis, elle est irréprochable. Donc ce sont des questions qu'on a le droit de se poser et les gens se les posent aujourd'hui. On a le droit de se poser toutes les questions. Des questions par rapport à l'acte malveillant aussi. Un avion qui décolle dans la Mitidja est un avion qui peut être exposé à un tir. Il n'était pas très loin du sol quand il a cessé de sa poussée, quand il a coupé sa poussée pour malheureusement finir dans le champ. Et donc la question s'est posée de l'acte terroriste, soit avec un engin explosif à bord, soit à partir d'un tir du sol. Et très vite, les témoignages, il n'y en a pas 100 000, il y en a eu 2, notamment celui d'un lieutenant, je suis obligé de protéger la source, qui était sur place à Boufarik, qui a dit qu'un des 4 moteurs, c'est un quadrimoteur, le l'Ilyushin 276, a pris feu très vite au moment du décollage, au moment de la poussée. Et donc le crash est survenu très vite. On ne peut pas... Il n'y a pas eu... C'est pas le scénario classique d'un engin explosif qui est embarqué, qui en règle générale explose à 10 000 pieds d'altitude au plein milieu du vol, ou le scénario d'un tir à partir du sol qui en général aussi intervient après que l'avion est réellement complètement décollé. Et il n'y a pas eu de témoignages visuels de la sorte. Donc tout ça est à écarter, ça s'est beaucoup dit, c'est pour ça qu'on en parle, pas seulement sur la toile, il y a des rédactions à travers le monde qui se sont posées la question. Ça s'est pas traduit par article. Il faut noter qu'on est le 11. C'est une date signature de l'Al-Qaïda. Pendant longtemps, l'Al-Qaïda signe ces attentats. L'attentat d'avril. 11 avril. Mais je pense que sérieusement, nous, à Maghreb émergent, on s'est mouillé dès la fin de matinée pour dire que c'est une piste qui était écartée. Les pistes envisageables, non, je ne parle pas des pistes de la piste terroriste, mais les pistes de l'enquête. Ça veut dire une commission d'enquête va être mise en place. Est-ce que les précédentes commissions d'enquête ont donné des résultats rendus publics, ou est-ce que c'est une commission d'enquête comme les autres ? Est-ce que les commissions d'enquête ont donné des résultats ? Oui. Est-ce que les résultats ont été rendus publics ? Non. Non. L'armée ne communique pas. L'armée considère que ce sont des données secret défense, ce qui est totalement, à mon avis, injustifié. Non. Pourquoi ? Il y a bien des civils qui sont morts. Ça s'est passé sur un champ qui appartient à un privé, et l'armée est payée avec l'argent du contribuable, que je sache. Donc, je pense que le ministère de la Défense se doit de communiquer sur les résultats de l'enquête, même si cette fois-ci, il est pratiquement évident que c'est un incident, donc il n'y a pas d'erreur de pilotage, il n'y a probablement pas d'attentat non plus, l'avion n'a pas été abattu. On peut être catégorique et écarter l'erreur humaine maintenant ? On peut ? Je suis tout à fait. Donc, qu'est-ce qui reste comme piste plausible ? Il y a deux possibilités, à mon sens. La première est l'ingestion d'un FOD. Un FOD, c'est un Foreign Object. Donc, c'est un objet qui pourrait être un oiseau, des oiseaux, ou bien une pierre, ou un élément métallique qui se trouve sur la piste. Donc, ça a déclenché une explosion, ou au moins un départ de feu dans un des moteurs. La deuxième possibilité, c'est une panne, tout simplement une panne. Ça peut arriver, une ailette qui se détache et qui endommage le moteur. C'est des choses qui pourraient normalement arriver. Le crash s'est effectué ce matin très tôt. Les Algériens se sont réveillés sur cette triste nouvelle. La toile s'est enflammée. Il y a eu une vague de solidarité énorme sur les réseaux sociaux. Je pense que même il y a aujourd'hui un appel à déposer des bougies, des gerbes de fleurs au sanctuaire du martyr. Comment vous réagissez à toute cette vague de solidarité ? Aussi un appel général à décréter le deuil national qui a été fait, un deuil national de 3 jours. Comment vous avez réagi à tout cela ? C'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Oui. En fait, moi, ce que j'ai retenu, justement, dans cette émotion, c'est le sentiment qu'ont les Algériens que c'est trop pour eux. Il y a une accumulation depuis quand même les années 90, dont on en sort de manière tout à fait anormale, et puis avec un pays qui est géré
disons-le, de manière une autocratie qui verse dans un système de Mekhzen. Et les Algériens ont l'impression que le sort s'accumule, les coups de sort s'accumulent, et ça fait aujourd'hui ce sentiment. C'est entre l'abattement et la révolte qu'on ressent toutes les réactions que j'ai vues. C'est quelque chose entre les deux, voilà. C'est assez fort. Pardon, j'ai l'impression qu'on est dans le même mood, la même atmosphère qu'après les attentats de 2006 à Alger. C'est le même de 2007, pardon, à Alger. Le même abattement ben oui, cette sensation de lassitude devant la fatalité. Vous êtes d'accord ? Un pays comme l'Algérie qui a eu trop l'habitude de ces drames, à chaque fois qu'un drame pareil ressurgit, on a l'impression de revenir un peu vers le passé, sans parler de la situation actuelle politique et économique du pays. Oui, les Algériens ont vécu des événements hautement traumatogène depuis l'indépendance, même avant. C'est la guerre de libération, ensuite la guerre civile, la dictature de Boumedienne et celles qui sont venues après. Et un événement comme ça, une tragédie comme ça, réactive nécessairement les lieux d'un traumatisme et ça démobilise, ça inhibe un peu les esprits, ça fatigue. Et c'est une tragédie tout simplement qui vient s'ajouter à d'autres tragédies d'une autre nature. Moi, je suis un peu plus partagé sur la réaction des Algériens. Moi, je pense que justement parce que les Algériens ont vécu beaucoup de drames et le sort s'est beaucoup acharné sur eux, ils ont développé une résilience particulière vis-à-vis de ce type de situation qui fait qu'ils ont un peu appris à les vivre avec un relatif détachement, parce que c'est la manière la plus sûre de s'en protéger. Ça ne veut pas dire qu'il y a une grande émotion, c'est clair. Mais les Algériens ont développé un mécanisme de protection qui fait que dans les prochaines 24 heures, on est en deuil national. Dans les prochains 2-3 jours, la vie va reprendre son cours normal. Et puis déjà aujourd'hui, il y avait beaucoup d'Algériens qui ont marqué une forme de distance aussi par rapport à cela. Et je peux le comprendre parce que c'est tellement dur qu'il faut se protéger. On ne sait jamais comment tout ça peut tourner. J'ai eu l'occasion ce matin de passer sur une chaîne égyptienne, Express News, pour parler du crash. Et juste après, l'animatrice pose, comme beaucoup d'étrangers tout de suite, la question du politique. Est-ce que ce crash peut avoir une incidence sur la situation politique actuellement en Algérie ? C'est un peu l'obsession des étrangers. Mais c'est vrai que ça peut être légitime aussi. Nous sommes à 1 an d'une élection présidentielle. Le président Bouteflika a fait son apparition il y a quelques jours pour inaugurer une mosquée. Quelques jours aussi après un remaniement qui était moins important que prévu. Est-ce qu'on peut imaginer des... Oui, Hassan, est-ce qu'on peut... Oui, alors moi, si je devais être dans le mysticisme, mais j'ai pas envie d'être dans le mysticisme, ouais. parce que je suis un rationaliste qui ne croit pas beaucoup du tout à ce genre de choses, on dirait que la baraka de Bouteflika est terminée, parce que pendant longtemps, on nous a gouverné avec la baraka de Bouteflika. La baraka de Bouteflika, c'est le pétrole à plus de $100. La baraka de Bouteflika, si on s'intéresse, on est à l'orée de la Coupe du Monde, c'est 2 qualifications à la Coupe du Monde. Tu as cité Umderman. Et la baraka de Bouteflika, c'est un peuple qui est protégé par beaucoup de choses. Si on devait le regarder comme ça, ce serait le cas. Mais bon, évidemment, ce n'est pas lié à cela. Et ça nous amène à parler donc d'un peu de politique avec tous les changements qui se sont déroulés ces dernières semaines et notamment, c'est important, comme nous sommes à 1 an d'un scrutin présidentiel crucial, on ne sait pas si le président est candidat à sa réélection ou pas, l'appel du FLN, le parti au pouvoir, à travers son secrétaire général, qui appelle le président de la République à se porter candidat. Est-ce que c'est dans la continuité des choses ? Est-ce que c'est normal ? Ou est-ce que ça cache quelque chose, Saïd, selon vous ? À mon avis, ça ne cache rien. Ould Abbas a été instruit pour dire ce qu'il a dit. Donc, ce n'est pas une initiative qu'il a prise de lui-même, même s'il le dit en faisant des gestes grandiloquents, en disant « j'assume mes responsabilités ». En réalité, on lui a dit de demander à Bouteflika de prendre le cap vers un 5e mandat. Et on est installé dans ça, c'est très clairement ça. D'ailleurs, à mon avis, là où les Algériens, ce que j'ai ressenti, c'est un peu choqué par ce qui est arrivé avec le crash aujourd'hui, c'est ce basculement trop rapide d'une situation qu'au fond, beaucoup n'aiment pas, vers la tragédie. On était vers une situation de mise en scène,
sur Sahtuada, etc., vers une situation tragique qui rappelait en fait que ce pays manque de sérieux dans la gestion et manque de politique. C'est très clairement ce que nous ressentons. Voilà. Akram, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qui diffère entre la déclaration de Tléba, qui est membre du FLN, et celle de Ould Abbas. À mon avis, ça me conforte dans l'idée du fait que le président Bouteflika va aller vers un 5e mandat. Si on a si on a autant mis de... Ça m'échappe, désolé, hein. C'est l'émotion, j'ai eu une journée difficile. Donc s'il y a eu autant d'efforts dans la manière de présenter la chose, de présenter cette demande donc par le FLN, c'est que ça répond à un agenda bien précis et que ça n'est pas fait pour rien. Donc ça inclut une présentation du président. C'était l'initiative de Tléba pour se présenter comme étant un hyper-bouteflirien et qui a été ramené à l'ordre par la présidence, alors que Ould Abbas, de manière institutionnelle, son chef formel, c'est le président Bouteflika, il le dit de manière plus formelle, avec l'autorisation. Une différence entre les deux demandes, oui, Ahmad. Le président du FLN, c'est Abdelaziz Bouteflika, donc tout ce qu'a dit Ould Abbas, c'est sur instruction de Bouteflika. Maintenant, quel est le crédit qu'on peut accorder à ce message ? Pour moi, c'est très clair. Soit Bouteflika se présente pour un 5e mandat, ce que la Constitution lui permet légalement, la nouvelle Constitution, soit il va cautionner quelqu'un d'autre, un gars de son clan. C'est évident, c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de doute là-dessus. Un autre membre du FLN, vous y croyez ? Est-ce que c'est possible ? Non. Moi, je trouve quand même que c'est une assez grosse surprise que le FLN ait appelé aussitôt à la candidature de Bouteflika pour un 5e mandat. C'était pas le scénario prévu, c'était d'autant moins le scénario prévu que on a ramené à l'ordre Tléba justement parce qu'on considérait que ça faisait désordre de partir d'aussi loin. Évidemment, il y avait la dimension aussi fallait pas lui laisser prendre le leadership de la campagne pro Bouteflika, mais il y avait aussi un élément d'agenda qui était perturbant. Il partait de très loin. Et donc dès qu'on a remis à l'ordre Tléba, et c'est plutôt techniquement et sur le plan de réglementaire et organique, le FLN qui l'a remis à l'ordre, plus que la présidence, puisqu'elle a été convoquée devant un conseil de discipline du FLN. Probablement sur instruction. Et donc voilà. Donc après, pour lancer quelques semaines après un appel, c'est perturbant. Moi, j'ai eu malheureusement, j'ai pas suffisamment recoupé cet avis. J'ai eu connaissance d'un point de vue qui disait qu'en fait, cet appel-là est plus la manifestation d'une inquiétude dans l'entourage présidentiel que d'une certitude. C'est-à-dire peut-être que Bouteflika ne s'est pas suffisamment bien déterminé par rapport au 5e mandat et qu'on a jugé qu'il fallait lui montrer que les Algériens avaient besoin de lui, qu'ils allaient le lui manifester, etc. Qu'est-ce qu'il va dire lui à la fin ? Ça, je garde mon opinion, je peux la dire si Khaled Ladrani me la demande coûte que coûte. Mais on peut aussi penser que c'est une forme d'impatience qui dénote plutôt une incertitude, demander d'aussi loin la candidature de Bouteflika. Je pense que les conditions dans lesquelles ça a été annoncé sont très claires. Le lendemain, Bouteflika a fait une sortie dans la capitale. Donc c'est un peu une confirmation de cet appel. Il était quasiment... il a eu... En campagne En campagne. Vous parlez d'impatience, Hirsen. Est-ce que c'est pas une manière aussi de faire taire les rumeurs qui circulent depuis quelques semaines, depuis quelques mois, voilà. C'est-à-dire hors contexte présidentiel. C'est pour dire aussi attention, le président est là, il prend encore les décisions et il peut aussi décider d'être candidat à sa propre réélection. Il faut rappeler qu'en 2014, ça n'a pas l'annonce ne s'est pas faite une année avant parce que le président était encore malade. Mais là, aujourd'hui, ce qu'a fait Ould Abbas, c'est strictement une année avant l'élection. C'est-à-dire, on est le 17 avril, on entre dans la 5e année. Donc ça me paraît
tout à fait clair que Bouteflika veut rempiler. Il n'y a aucune inquiétude à ce sujet sur ça. S'il a encore la santé, il va être candidat. Peut-être que le vrai souci que peuvent avoir Bouteflika et ses frères, c'est plutôt le management de la prochaine élection. Aura-t-il des candidats qui peuvent donner un peu une apparence plus ou moins cosmétique d'une élection, comme ça a été fait en 2014 grâce à M. Benflis, ou bien il ne l'aura pas. C'est à ce niveau-là qu'il y a peut-être de l'inquiétude, mais pas au fond sur la détermination de Bouteflika à être candidat. À mon avis, il l'est, et de manière très résolue. C'est le coup de starter du 5e mandat, vous êtes d'accord? C'est l'expression de Saïd Jaafar tout à l'heure. Tout à fait, c'est le coup de starter et ça ne m'étonnerait pas que Bouteflika appelle Tebboune pour diriger sa campagne. Ils l'ont très très bien préparé auprès de l'opinion. L'opinion est aujourd'hui assez favorable à Tebboune. S'il venait à diriger la campagne de Bouteflika avec un Bouteflika qui arrive quand même à saluer des Algériens dans la rue, je pense que beaucoup d'Algériens vont voter pour lui. Ce que je ne ferai pas, bien entendu. Mais ils nous ont habitués à ce type de scénario. À mon avis, l'opinion a déjà oublié Tebboune, mais sur quoi compte Bouteflika? Non, c'est sur le système. La machine de l'administration, les partis politiques, c'est classique. Qu'ils mettent Tebboune ou Benflis, Sellal, pardon pour Benflis. Il a été quand même directeur de campagne à un moment de l'histoire. Mais qu'il mette Tebboune ou Sellal ne change rien. C'est la machine qui se met en marche et le dispositif est en place. Il n'y a aucun... Tebboune, en sa qualité, comme il a fait un passage en tant que Premier ministre, il a su quand même gagner la sympathie de l'opinion. Ça, c'est évident, c'est vérifiable auprès de la population. Ça a fait pchit très rapidement, d'autant plus qu'il a dit, après avoir été limogé, je soutiens toujours le président, et donc voilà, c'est réglé. Donc ce n'est pas le président qui l'a limogé, c'est sous la pression d'un groupe d'hommes d'affaires qui seraient des prédateurs. Tebboune a été préparé et l'opinion lui est très favorable. Je ne parle pas des milieux politiques et des milieux journalistiques, je parle de la population, Oui, moi je ne sais pas si c'est vraiment le coup de starter du 5e mandat, mais si c'était le cas, je pense que c'est une grosse maladresse. Je pense qu'on a exposé le président trop tôt. Bon, évidemment, il n'a pas répondu. Il peut prendre tout le temps pour répondre. Il peut prendre 9 mois, presque un an pour répondre. Peut-être même plus, effectivement, dans la position où il est. Mais de le placer dans cette situation-là de candidat potentiel avec un parti, le premier parti de l'Assemblée nationale, donc en situation d'être candidat, à mon avis, c'est une prise de risque qui n'était pas du tout nécessaire. Et qui, aujourd'hui, va permettre aussi à l'opinion, dans les luttes sociales, etc., de se doter d'un objectif politique pour cette frange de l'opinion qui pense que les solutions ne pourront venir qu'avec la fin du bouteflikaisme, donc d'ajouter cette revendication, le départ de Bouteflika, pas de 5e mandat. Il pourrait se décider assez rapidement pour permettre à Ahmadou Yahya de savoir quoi faire de son avenir. Non, sûrement pas, il le fera pas. Il le fera sûrement pas. Non, moi je pense que cette option n'est pas très sérieuse, parce qu'on spécule un peu trop sans tenir compte des rapports de force au sein de la société. Récuser le 5e mandat moralement, ça n'est pas suffisant, parce que d'un point de vue légal, Bouteflika a le droit de faire un 2e mandat dans le cadre de la nouvelle constitution, il le peut. Donc, ceux qui sont contre le sont moralement, mais politiquement, qui est-ce qui est en train de contester sérieusement le bilan de Bouteflika? Je n'ai rien vu sur la scène. Les gens le contestent moralement. Il n'a pas le droit de faire un 5e mandat. Économiquement, il y a beaucoup de choses à redire quand même. Mais est-ce qu'on l'a dit?
On ne les dit pas assez. Ça n'est pas exprimé sous forme d'alternative. Il y a des points de vue qui s'expriment ça et là d'une façon tout à fait dispersée, mais il n'y a pas un discours cohérent et suffisamment structuré pour porter une alternative à Bouteflika. Et la morale, ça n'a absolument rien à voir avec la politique. Bouteflika peut, s'il se présentait pour un 5e mandat ou un 2e dans le cadre de la nouvelle constitution, pourra avoir les suffrages de beaucoup d'Algériens en tout cas. Merci à vous tous pour cette première partie. Le Café Presse Politique revient dans un tout petit moment en direct, toujours sur Radio M. Bienvenue à tous pour la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec Amani Grachen, Ihsan Qadi, Akram Kharif et Saïd Jafar. Nous allons parler un peu maintenant d'actualité internationale, mais qui nous concerne aussi de près ou de loin. Avant de parler de la Syrie, un mot sur ce qui s'est passé cette semaine à Gaza. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'il se passe un truc très grave dans cette région, il se passe un autre truc ailleurs et ça camoufle l'information. L'opinion internationale n'est pas informée. Eh bien, ne tombons pas dans ce piège sur ce qui s'est passé à Gaza récemment est très grave. Il y a eu des dizaines de morts suite à des bombardements israéliens sur la région. Et Hassan Radi, vous voulez dire quelque chose à ce sujet ? Non, je me posais la question. Moi, je suis extrêmement affecté par ce qui se passe sur la frontière entre Gaza et l'État d'Israël. Et je me pose la question de savoir qu'est-ce qui est le plus ruineux pour le peuple palestinien, lutter avec les armes ou lutter pacifiquement. Enfin, on est passé d'une situation à une autre, et puis on est revenu à la situation hantée. On a fait le coup de feu avec l'OLP pendant longtemps, on a fait l'intifada et les gamins des pierres, ce qui a permis le processus d'Oslo. Puis on est revenu à la lutte armée avec Hamas dans la bande de Gaza, avec les conséquences que l'on connaît en 2014. Et puis bon, il semblerait qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle orientation qui est celle de la lutte pacifique et populaire, qui est belle. On voit des femmes avancer avec le drapeau palestinien en l'air face à la frontière. Et puis bon, les résultats, on a l'impression que c'est toujours les mêmes. Les Palestiniens sont ratatinés dans l'indifférence mondiale, dans l'indifférence planétaire. Ils sont plus que jamais aujourd'hui lâchés par les Arabes. Il y a eu ce terrible selfie où des souverains arabes s'acoquinent dans un restaurant à Paris, le roi Mohamed VI, le MBS, donc le prince héritier d'Arabie Saoudite, avec Rafiq Hariri. On ne sait pas c'est lui qui a pris Saad Hariri qui a pris le selfie. On voit dans quel état sont ceux qui peuvent décider de quelque chose dans le monde arabe, quelques-uns de ceux qui peuvent décider, et dans quel état est le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Moi, ça me révulse à un point. Moi, j'ai toujours été partisan, je le cache pas. Moi, je suis le fils d'un activiste du FLN qui a depuis très longtemps, face au colonialisme français, choisi la voie de la lutte armée. J'ai toujours pensé que la lutte armée était le moyen de libérer le peuple palestinien. Je suis prêt à considérer que la lutte pacifique qui sacrifiait des gens l'est aussi autant, peut-être plus adaptée à notre époque, peut-être plus adaptée aujourd'hui à notre époque. Mais sincèrement, ce qui se passe à Gaza me désoriente complètement et me décourage. Le lien, forcément, entre... Enfin, je voudrais quand même dire quelque chose, que les Palestiniens à Gaza se font massacrer
ils sont encerclés par les Israéliens et par les Égyptiens. C'est-à-dire, et bien sûr, on a des médias qui présentent ce qui s'est passé. Moi, ça m'a choqué de présenter ce qui se passe à la frontière comme des affrontements. C'est un scandale absolu. C'est une insulte au bon sens. Mais ce que je dois relever aussi, c'est que devant ce drame, on a toujours un Mahmoud Abbas qui est sur la fin, mais qui continue à jouer, soi-disant, l'inimité contre le Hamas. Et il a décidé de ne pas payer les fonctionnaires de Gaza. On est dans des jeux tout à fait mesquins, alors que c'est des gens qui se font massacrer. Et ce qui est tout à fait, ce qui est remarquable, c'est quand même on a une jeunesse palestinienne qui ne désarme pas, qui se bat, qui continuera, et elle trouvera, à mon avis, forcément des solutions un jour ou l'autre. Voilà. Et il faudrait que nous tous, on continue à y croire et à les soutenir. Voilà. Et le lien avec cette photo, que beaucoup pensaient être un fake, cette photo, ce selfie à Paris. Le lien est très fort. Il symbolise la situation dans laquelle se trouve le peuple palestinien aujourd'hui. Je n'ai pas peur de dire que jamais le peuple palestinien n'a été autant isolé. Je n'ai jamais vu autant de décomplexion au sein de certains médias et même au sein de certaines populations dans les pays arabes pour traiter en moins que rien la population palestinienne. Quand je dis ça, je parle de certaines personnes en Arabie Saoudite, en Égypte et dans d'autres pays. Aujourd'hui, appeler, comme l'a fait Ihsan, à la lutte armée équivaut à pratiquement à la pire chose qui soit, qui est de soutenir l'Iran, parce que dans l'esprit de ces gens-là, c'est l'Iran qui est en train de commettre les troubles dans cette région-là. Et donc, oui, moi aussi, je suis de l'avis de Ihsan. Plus que jamais, il faut une solution. Il faut une solution non pacifique. Donc, plus de parce négociations. Que la volonté pacifique n'existe pas de l'autre côté. Donc, plus de négociations. On parle de la Palestine comme s'il s'agissait d'un tout homogène. La Palestine n'est pas une, il y a plusieurs Palestines en Palestine. Gaza, ce n'est pas Ramallah. Les gens à Ramallah ne vivent pas la même situation qu'à Gaza. Je pense que le peuple palestinien dans son ensemble est prisonnier de ses ambivalences sur le plan global. Il y a une partie qui veut, qui se radicalise, qui veut la lutte, qui veut la libération. Il y a une autre qui veut une certaine normalisation avec Israël. Et Gaza, à mon sens, ce n'est pas le bon exemple, parce que le Hamas a pris la population de Gaza en otage, et le Hamas ne promet pas du tout un bon avenir, ni pour les Palestiniens, ni pour la région. Mahmoud Abbas a pris la population palestinienne en otage dans des négociations qui ne mènent nulle part. Il a créé une caste de négociateurs dans l'intérêt, au sens économique, puisque tu aimes ça, dans l'intérêt au sens économique et la perpétuation, une négociation perpétuelle. Il y a une caste de révolutionnaires absolument ridicule créée par le Hamas et une caste de négociateurs créée par Là où tu te trompes, Amal, c'est de sous-estimer la radicalité de la jeunesse palestinienne de Ta'Difa. De Ramallah aussi. De Ramallah et de Jérusalem-Est, de l'Quds. Il y a le dernier épisode de confrontation. Ce sont les confrontations qui ont lieu autour de la mosquée Al-Aqsa et qui ont duré plusieurs semaines. Et c'était du même niveau d'engagement. Les jeunes de ce côté-là aussi sont engagés et ne veulent pas de l'avenir dont tu parles. Mais ces gens-là n'arrivent pas à se poser en interlocuteur de quelle entité que ce soit. Ils évoluent d'une façon dans la marginalité politique. On a Mahmoud Abbas, l'interlocuteur du néant. Voilà, on en est là. Il est l'interlocuteur du vide. Il
il a mené pendant 20 ans un processus de perte de territoire. Et il négocie, Israël prend du territoire, prend du territoire, tout en mettant soi-disant à l'index les soi-disant ceux qui, fauteurs de troubles, qui prennent les armes, et lui, il met la police palestinienne au service d'Israël. Arrêtons quand même de faire de fausses comparaisons, juste parce que le Hamas est islamiste. C'est pas sérieux. Vend du vent aux Palestiniens, et entre-temps, il y en a qui meurent à cause de ces démarches. On reste dans la région parce que le désastre existe également en Syrie. Surtout ces derniers temps, il y a des bruits de bottes. On parle d'éventuels bombardements américains. Ça devait peut-être se faire hier soir. Il s'agit de quelques heures. Ça a été annoncé par le président américain dans un tweet aujourd'hui où il dit que les missiles vont venir. Qu'est-ce qui se cache derrière cet éventuel bombardement américain, les accusations d'attaques chimiques dans la Ghouta orientale en Syrie? Est-ce que c'est dans l'intérêt du président syrien ou pas? Est-ce qu'on est en train d'assister à un changement dans la région et dans le dossier syrien aujourd'hui? Moi, en un mot, je ne sais pas s'il faut prêter plus d'attention à cela que les fois précédentes. Il y a une ligne rouge que les Occidentaux ont tenté de s'inventer vis-à-vis on va dire de la densité criminelle du régime de Bachar al-Assad, c'est l'utilisation des armes chimiques. Voilà, il peut guerroyer avec son peuple, avec la partie de son peuple qui est devenue salafiste et dangereuse, mais il ne doit pas utiliser des armes non conventionnelles. S'il les utilise, il est attaqué. C'était le grand engagement de Obama qu'il n'a pas finalement respecté. François Hollande lui fait le grand reproche en octobre 2012. Il lui dit « tu t'es dégonflé et à cause de toi, Assad a réussi à se redresser ». Mais quand même, depuis, on est resté dans ce continuum. Ça peut aller, on peut tolérer plein de choses, mais dès qu'il y a un bombardement à l'arme chimique, on réagit. Et le premier, et même Donald Trump, qui était sur une orientation isolationniste par rapport au reste du monde et aussi par rapport à la Syrie, a fini par bombarder, lâcher la bombe la plus dévastatrice, conventionnelle, la plus dévastatrice sur une base militaire syrienne après le dernier bombardement chimique dans une autre partie du territoire syrien. Aujourd'hui, je pense qu'il va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on est dans une forme de cohérence diplomatique. On concède tout ce qui s'est passé, on concède l'avancée du régime de Assad parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'il y a la Russie, parce que c'est compliqué, parce qu'on a fini par réduire l'influence de l'État islamique. Mais on se souvient qu'on a dit à un moment donné que s'il y avait une ligne rouge qui était dépassée, il fallait réagir. Et ils vont encore réagir, mais ça restera confiné. Le drame, c'est que ça va faire, encore une fois, des civils et beaucoup de civils en victime. Dans l'histoire de la Syrie, on risque toujours, quand on essaie d'aller dans les choses les plus basiques, on risque toujours de se faire accuser d'être un partisan de Bachar al-Assad, qui pour moi est quand même le grand responsable du désastre qu'il y a dans la Syrie. Mais ce qui vient de se passer là, sur la route orientale, si ça ne pose pas de questions à personne, c'est que c'est bizarre. On a une armée syrienne qui a quand même reconquéri 95% du territoire de la route orientale, et puis subitement, elle se met à utiliser l'arme chimique qui est la ligne rouge qui était fixée. Ça paraît quand même assez insensé. Pourquoi le ferait-il alors qu'il est à deux doigts d'en finir avec il a de finir de manière très brutale et très meurtrière avec ce qui reste. Non, dans quelques années, on aura comme pour l'Irak, le New York Times qui dira on a été trop complaisant avec les histoires d'armes chimiques. Je prends le pari aujourd'hui qu'on est dans une grosse manipulation destinée justement, en fait, à taper. Et en fait, le gros problème, c'est peut-être une confrontation avec la Russie. C'est ça l'enjeu, c'est montrer qui est le plus fort. Et c'est sur le territoire syrien que ça va se passer. Il y a eu 2 attaques chimiques, faut pas oublier. Il y a l'affaire Skripal aussi, qui est considérée comme étant à Londres, et qui est tout aussi ridicule que l'attaque chimique à la Ghouta. Mais elle est tout aussi ridicule parce que Skripal... Une attaque chimique n'est jamais ridicule. Qu'on s'entende bien sur les termes quand même. Non, il lui parle de l'accusation contre la Russie. On se comprend très bien. De l'attaque. Donc, Skripal, ancien colonel du GRU qui était détenu en Russie, a été libéré pour être assassiné quelques années après à Londres. Ok, c'est
Tout à fait bizarre. Enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui une volonté de Donald Trump de tuer Bachar al-Assad. Et c'est la principale raison pour laquelle la Russie a déployé des troupes, a déployé des forces antiaériennes à Damas. Et aujourd'hui, cette volonté-là de tuer, d'en finir avec Bachar al-Assad est la seule voie de sortie de la crise en Syrie. Il faut absolument se débarrasser de lui. Les Russes le savent. Les Russes ne veulent pas qu'Al-Assad soit tué par les Américains. Et les deux parties sont prêtes à aller très très loin dans cette confrontation-là. Les Russes ne veulent pas, c'est-à-dire qu'ils préfèrent le tuer eux-mêmes, c'est ça? Ils préféraient gérer l'après-Assad sans violence, pas comme Ceci dit, il ne faut pas oublier l'élément interne aux Américains. On a un discours de Trump qui est destiné aux électeurs d'extrême droite et il est embrouillé dans des histoires judiciaires qui se rapprochent de lui. Et comme toujours, on en a eu des films, la bonne solution, c'est de mener une guerre à l'extérieur et de ramener quelques trophées à présenter aux électeurs. On parle de frappe américaine imminente. Qu'est-ce que des frappes américaines pourront changer dans l'échiquier actuel? Est-ce que ce sera des frappes à long terme pour faire tomber Bachar al-Assad ou ce sera des frappes ponctuelles qui pourront ne rien changer, mais juste, comme l'a dit Saïd, détourner l'opinion publique? Non, la campagne qui est en train de se préparer, au vu des équipements qui sont déployés, est une campagne très très sérieuse qui va avoir plusieurs... Et très longue. Pas très longue, très sérieuse, pas très longue. Elle aura pour plusieurs objectifs. Le premier étant de tuer Bachar et sa famille. Le second étant de décapiter les réseaux de commandement de l'armée arabe syrienne. Le troisième étant de casser les nœuds de communication de cette armée. Le quatrième étant de détruire, annihiler totalement toute capacité aérienne de la Syrie. Et les Russes vont permettre ça? Ce sont les objectifs de l'armée américaine s'ils engagent le combat. Pour faire ça, ils vont commencer par utiliser des avions furtifs et des missiles longue portée qui permettra à l'Amérique de bypasser les protections russes. Donc, ce sont les objectifs, ce sont les moyens qui vont être déployés et c'est ce qui se passera probablement. Oui, la Syrie est un théâtre de confrontation militaire et géopolitique important au Moyen-Orient. Maintenant que le régime Assad est plus ou moins rétabli avec l'appui de la Russie, les États-Unis ont peur de perdre la main sur la Syrie et par ricochet sur la région. Donc, ils sont prêts, maintenant que les choses avancent au profit de Bachar et donc de la Russie, ils ont peur de perdre la main, ils sont prêts à tout faire, y compris à aller vers des attaques sérieuses, effectivement. Donc, c'est, comme l'a dit Akram, c'est très sérieux comme menace. Il n'est pas exclu que les États-Unis passent à l'acte, parce que c'est un moment décisif, c'est un peu comme... C'est annoncé, hein. C'est très sérieux. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois pas à ça. Moi, je ne pense pas. Je pense que quand il y a des engagements aussi sérieux, comme le dit Akram, mais aussi importants, c'est toujours précédé par un corpus. On se rappelle des faucons, les néoconservateurs qui étaient pour la destruction de l'Irak pour construire un nouvel ordre mondial et notamment un nouvel ordre dans la région du Moyen-Orient. Tout ça n'existe pas. Il n'y a pas eu de production d'un corpus d'idées qui fasse croire aux Américains que leur sécurité est en danger si on n'abattait pas Assad. Il n'y a pas eu dans les débats, y compris au niveau politique et pas seulement au niveau du grand public, d'avancées de ce type qui prépare l'opinion, qui prépare les acteurs à un engagement aussi important. On peut comprendre que le départ de l'ancien secrétaire d'État Tillerson correspond à une orientation différente et que son départ ouvre la porte à une évolution plus belliqueuse. On peut absolument, on peut le comprendre. Mais il manque tous les autres ingrédients qui permettent de développer une nouvelle orientation, en tous les cas une orientation qui aille aussi loin que ce que vient de décrire Akram ou Ammar. Et moi, pour ma part, je pense qu'il y aura une campagne de représailles confinée, coûteuse, brutale, mais qui n'aura pas au doigt et qui ne va pas changer la donne sur le théâtre syrien. Moi, je pense que la non-adhésion des Américains à cette menace est calculée
on veut endosser ça uniquement à Trump, parce que les États-Unis ont toujours sur le dos ce qui s'est passé en Irak, etc. La nomenclature américaine ne veut pas adhérer publiquement, construire ce que Hassan appelle un corpus. C'est calculé selon... Enfin, il a l'adhésion de Paris et de Londres déjà, donc on est dans la configuration habituelle. Et de Riyad. De Riyad, Ça paraît évident. Merci à vous tous d'avoir participé à ce Café Presse Politique, donc très particulier aujourd'hui parce que nous avons consacré une grande partie de l'émission au crash de l'avion militaire ce matin à Blida avec ce bilan effroyable de 257 morts. Merci à vous d'être venus et on se retrouve mercredi prochain à 18h en direct sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.